Il lui restait 3 jours à vivre. Elle avait toutes les raisons de s'en aller, mais elle ne l'a pas fait. Un cow-boy, une fièvre et une décision qui allait changer 2 vies pour toujours. Restez avec nous, car ce qui va suivre vous rappellera que les moments les plus importants de votre vie s'annoncent rarement. Bienvenue sur notre chaîne où nous racontons les histoires du vieil Ouest. L'amour, le courage, le lien entre les mères et les enfants, et la compassion brute qui nous rend humains. Car cette histoire ne parle pas seulement de survie. C'est la preuve qu'un seul acte de gentillesse peut construire un monde entier. Aimez cette histoire, abonnez-vous et ne manquez jamais le moment qui change tout. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon plat lorsque Yates Xander a finalement lâché prise, s'affaissant sur l'encolure de son cheval. Une fièvre faisait rage dans son corps. Elle était si intense qu'elle faisait miroiter et déformer l'air juste devant ses yeux. Pendant 3 jours d'affilée, il avait poussé un petit troupeau de bétail à travers les vastes plaines de l'ouest du Nebraska. Son objectif était les parcs à bestiaux de Council Bluffs, dans l'Iowa. Puis la maladie l'a pris en embuscade, rapide et méchante comme un serpent à sonnette. Ça a commencé par un simple gratouillement dans la gorge. Une profonde lassitude qu'il a attribuée aux longues journées en selle sous le soleil brutal d'août 1876. Mais le deuxième jour, chaque muscle de son corps hurlait de douleur. Et ce troisième matin, il savait qu'il était dans une situation critique. Le bétail s'était égaré dans la nuit pendant qu'il était perdu dans un sommeil fiévreux. Maintenant, il était tout seul dans cette mer d'herbe infinie, à des miles de toute ville, de tout visage amical. Il n'y avait que la prairie dans toutes les directions, et un ciel si grand et si bleu que le regarder faisait presque mal. Yates a réussi à se laisser glisser de son cheval sans tomber la tête la première. Ses jambes tremblaient comme celles d'un veau nouveau-né, alors qu'il menait l'animal vers un petit ruisseau qu'il entendait gargouiller à proximité. Le cheval a bu à sa soif, tandis que Yates s'est simplement effondré au bord de l'œil. Il a plongé toute sa tête dans le courant frais. Pendant environ 10 secondes, c'était comme le paradis. Mais ensuite, la fièvre est revenue en force, plus forte qu'avant. Il s'est traîné jusqu'à un peuplier isolé. Le seul coin d'ombre descend à des miles à la ronde. Il a appuyé son dos contre l'écorce rugueuse. Sa gourde était presque à sec. Pour toute nourriture, il ne lui restait que du biscuit de mer et de la viande séchée, dont son estomac ne voulait pas. Il a estimé qu'il lui restait un jour, peut-être 2 s'il avait de la chance, avant que la fièvre ne tombe ou ne l'achève pour de bon. Ici, sans que personne ne sache où il était, les chances n'étaient pas de son côté. Alors que le soleil montait, Yates perdait et reprenait conscience. Ses rêves fiévreux se sont mêlés à la réalité jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire la différence. Il a rêvé de son enfance dans le Tennessee, de la guerre qui lui avait pris son père et son frère aîné. Il a rêvé du long voyage vers l'Ouest que sa mère avait tant voulu faire après la capitulation. Elle était partie depuis 3 ans maintenant, emportée par le choléra, laissant Yates tout seul à 22 ans. Il devait se débrouiller seul dans un monde qui semblait déterminé à écraser tout homme sans famille ni fortune. Il avait été ouvrier de ranch et convoyeur de bétail. Il acceptait n'importe quel travail qui lui permettait d'avoir un toit sur la tête et de la nourriture dans le ventre. Cette transhumance devait être sa grande chance. C'était son opportunité de gagner enfin assez pour acheter un petit lopin de terre et construire quelque chose à lui. Maintenant, il semblait que la prairie allait l'engloutir, comme elle l'avait fait pour tant d'autres. Penelope Dalton chevauchait depuis avant le lever du soleil, poussant sa jument à un galop régulier à travers les plaines ouvertes. Elle était à la recherche de bêtes égarées du troupeau de son père, du bétail qui s'était perdu lors d'une grosse tempête 2 nuits auparavant. Son père, Samuel Dalton, possédait l'un des plus grands ranchs juste à la frontière du Nebraska et de l'Iowa. Et bien qu'il ait plus qu'assez d'ouvrières de ranch, Penelope avait toujours été la meilleure pisteuse de toute la famille. Elle l'avait appris de sa mère, qui l'avait elle-même appris d'une femme pony qui avait travaillé au ranch il y a longtemps. Penelope pouvait lire des histoires dans l'herbe pliée et la terre retournée, que la plupart des hommes auraient ignorées sans y penser. Elle avait 19 ans, avec de longs cheveux châtains qu'elle portait en une seule tresse dans le dos. Ses yeux verts pouvaient repérer un veau caché dans un fourré épais à 100 yards de distance. Sa mère était décédée quand Penelope n'avait que 15 ans, et depuis, elle avait pris de plus en plus de travail à la propriété. Son père s'inquiétait parfois qu'elle passe trop de temps à travailler, et pas assez de temps à laisser les garçons du coin essayer de gagner son affection.
Mais Penelope avait très peu de patience pour les efforts maladroits des ouvrières du ranch. Il la regardait comme un trophée à réclamer et non comme une personne à connaître. Elle se sentait plus chez elle avec ses chevaux, sous un ciel ouvert, le vent sur son visage. Elle aimait le sentiment de pouvoir chevaucher où bon lui semblait, tant que c'était à l'intérieur des clôtures des terres de son père. Elle suivait la piste de ses bêtes égarées depuis des heures quand elle a vu quelque chose d'étrange au loin. C'était un cheval, encore scellé, qui broutait tranquillement près d'un grand peuplier. Il n'y avait aucun cavalier en vue, ce qui a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans son esprit. Un cow-boy ne s'éloigne pas en laissant son cheval scellé, à moins que quelque chose de terrible ne se soit produit. Elle a poussé sa jument à aller plus vite, sa main trouvant le chemin de la carabine qu'elle gardait toujours sur sa selle. Quand elle s'est approchée, elle l'a vue. Une silhouette affalée au pied de l'arbre, bougeant à peine. Penelope a sauté de son cheval, attachant rapidement les rênes avant de se diriger vers l'homme. Il était jeune, probablement de quelques années son aîné, avec des cheveux sombres collés à son front par la sueur. Sa peau semblait pâle sous son bronzage, et même à quelques pieds de distance, elle pouvait le voir trembler. Elle s'est agenouillée à côté de lui et a posé le dos de sa main sur son front. Il brûlait d'une fièvre si intense qu'elle était étonnée qu'il soit encore en vie. « Hé, vous là !» dit-elle en lui secouant doucement l'épaule. « Vous m'entendez ?» Les yeux de Yates se sont ouverts en papillonnant, mais ils étaient vitreux et sans concentration. Il a marmonné quelque chose qu'elle n'a pas pu comprendre, sa voix pâteuse et confuse. Penelope a jeté un rapide coup d'œil autour d'elle, évaluant la situation. Il se trouvait à une bonne dizaine de miles du ranch de son père et peut-être à 15 de la ville la plus proche. Essayer de le déplacer dans son état était risqué, mais le laisser ici était une condamnation à mort certaine. Elle se mordit la lèvre, son esprit tournant à toute vitesse. Le soleil montait et la température grimpait déjà vers les 90 degrés. Si elle voulait aider cet homme, elle devait d'abord faire baisser sa fièvre. Elle devait lui faire boire de l'eau, puis trouver un moyen de le mettre en sécurité. Elle s'est approchée de son cheval, un solide hongre alezan. Le cheval l'a regardée avec des yeux lasses, mais n'a causé aucun problème. Elle a fouillé dans les sacoches de sel et a trouvé une gourde presque vide et un sac de couchage et pas grand-chose d'autre. Elle a ramené le sac de couchage et ses propres provisions au peuplier, où elle a rapidement étalé une couverture à l'ombre. Puis elle a pris les 2 gourdes, les a emmenées au ruisseau et les a remplies d'eau fraîche et pure. À son retour, elle a doucement soulevé la tête de Yates et a essayé de le faire boire. Il s'est étouffé et a crachoté au début, mais la soif désespérée de son corps a vite pris le dessus. Il a réussi à avaler plusieurs gorgées avant de s'affaisser à nouveau contre l'arbre. Penelope a trempé son bandana dans l'eau du ruisseau et a pressé le tissu frais sur son front, son cou et ses poignets. Elle avait vu sa mère soigner de nombreux ouvriers de ranch malades d'une mauvaise fièvre et elle se souvenait des points importants. Il fallait les garder au frais. Il fallait les garder hydratés et il fallait prier pour que la maladie passe avant de les emporter. Elle a travaillé sans relâche, retrempant le tissu toutes les quelques minutes alors que le soleil le réchauffait. Elle lui faisait boire patiemment de petites gorgées d'eau, murmurant des mots doux de réconfort qu'elle doutait qu'il puisse même entendre. Les heures s'éternisèrent. Le soleil a atteint son point le plus haut dans le ciel, puis a commencé sa lente descente vers l'ouest. Penelope n'a pas quitté son chevet. Elle savait qu'elle devrait probablement retourner au ranch chercher de l'aide, ramener un chariot et quelques hommes de son père. Mais quelque chose la retenait là. C'était peut-être le souvenir de sa mère, qui disait toujours que laisser une personne malade se débrouiller seule était une chose terrible à faire. C'était peut-être quelque chose dans le visage de l'homme. Même avec la fièvre qui tordait ses traits, il avait l'air gentil et honnête, comme quelqu'un qui avait connu sa part de problèmes, mais qui n'avait pas laissé cela le rendre méchant. Ou peut-être était-ce simplement son propre entêtement. La même partie d'elle qui refusait d'abandonner un cheval difficile ou un veau nouveau-né faible. Pour une raison ou une autre, Penelope est restée. Le soir venu, la fièvre de Yates sembla s'aggraver encore. Il commença à se débattre faiblement, marmonnant des mots qu'elle ne comprenait pas. Son corps menait une guerre qu'elle ne pouvait pas voir. Penelope a réussi à le tirer sur le sac de couchage, utilisant sa propre couverture de sel pour caler sa tête. Alors que la température commençait à baisser, elle a allumé un petit feu.
Elle savait que même s'il brûlait de fièvre, l'air froid de la nuit pourrait lui donner des frissons une fois le soleil couché. Elle a préparé un bouillon léger avec de la viande de bœuf séchée qu'elle avait dans ses sacoches et a réussi à lui en faire avaler quelques cuillerées avant qu'il ne détourne la tête. La nuit est tombée sur la prairie et avec elle sont venus le son des criquets et le hurlement lointain des coyotes. Penelope était assise, le dos contre le peuplier, la tête du cow-boy malade reposant sur une couverture pliée près d'elle. Elle a entretenu le feu et a monté la garde, changeant le linge frais sur sa tête et lui offrant de l'eau chaque fois qu'il bougeait. Elle somnolait par intermittence, se réveillant en sursaut au moindre bruit, vérifiant toujours qu'il respirait encore, qu'il se battait encore. C'était presque l'aube quand la fièvre a finalement commencé à tomber. Pénélope l'a d'abord remarqué à la façon dont sa respiration est devenue plus facile et moins forcée. Ses mouvements agités se sont calmés pour ressembler davantage à un vrai sommeil. Elle a posé sa main sur son front et a senti que bien qu'il soit encore chaud, cette terrible chaleur brûlante avait disparu. Un soulagement si puissant l'a envahi qu'elle a senti ses yeux se remplir de larmes. Elle ne s'était pas avoué à quel point elle avait eu peur, à quel point elle était sûre d'assister à la mort d'un homme jusqu'à ce que le danger commence à passer. Yates s'est réveillé lentement, son esprit lui revenant par bribes. Sa première pensée fut qu'il devait être mort, car il y avait sûrement un ange qui le regardait. Mais à mesure que sa vision s'éclaircissait, il vit que la femme penchée sur lui était bien réelle, avec une tache de saleté sur la joue et un épuisement pur gravé sur son visage. La première chose qu'il remarqua, ce furent ses yeux, plus verts que n'importe quel champ qu'il n'avait jamais vu. Ils exprimaient à la fois l'inquiétude et la reconnaissance. « Vous êtes enfin réveillé, dit-elle, sa voix douce et apaisante comme une boisson fraîche par une journée torride. Dites-moi comment vous vous sentez. » Yates ouvrit la bouche pour répondre, mais seul un son rauque et sec en sortit. Elle comprit sans qu'il ait besoin de dire un mot, soulevant délicatement sa tête et tenant une gourde à sa bouche. Il but profondément, et cette simple eau lui parut la meilleure chose qu'il ait jamais connue. Après en avoir eu assez, il put murmurer un seul mot, « mieux ». Un petit sourire effleura ses lèvres, et malgré la faiblesse de ses os, Yates sentit une étrange chaleur se répandre en lui. « C'est bon à entendre, vous m'avez vraiment fait peur. Je suis tombé sur vous hier matin, brûlant comme une fournaise avec une terrible fièvre. Vous avez déliré pendant presque un jour et une nuit entière. » Les mots s'imprégnèrent lentement. Un jour entier. Cette femme inconnue avait veillé sur lui pendant tout ce temps, toute seule, ici en pleine nature, l'aidant à combattre une maladie qui aurait pu facilement l'emporter. « Pourquoi ?» réussit-il finalement à prononcer. Le doux sourire sur le visage de Penelope se durcit de conviction. « Je ne pouvais pas laisser un homme affronter sa faim tout seul. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, ajouta-t-elle. Je m'appelle Penelope Dalton. Le ranch de mon père est à environ 10 miles à l'est d'ici. » « Yates, répondit-il, sentant sa voix revenir avec un peu plus de force. « Yates Donder, je poussais un troupeau vers Council Bluffs quand la maladie m'a frappé. » Il s'arrêta. Une pensée terrible le frappa. Le bétail, il a dû se disperser. J'ai perdu tout le troupeau. « Un homme peut toujours trouver plus de bétail, dit Pénélope d'une voix ferme. Mais on n'a qu'une seule vie. Reposez-vous. Dès que vous aurez la force de monter à cheval, je vous guiderai jusqu'à la propriété de mon père. Vous avez besoin de vrais repas et d'un lit convenable, pas de ce sol dur. » Yates sentit le besoin de protester, d'expliquer qu'il devait retrouver ce troupeau. Tout son avenir dépendait de cette transhumance, mais son propre corps ne voulait rien entendre, et une profonde lassitude le ramena dans l'obscurité. Juste avant que ses paupières ne se ferment, il vit le visage de Pénélope éclairé par le soleil levant. Elle le surveillait avec une sorte de protection féroce qui lui causa un pincement au cœur, un sentiment complètement distinct de sa maladie. Il a dormi pendant la majeure partie de la matinée. Chaque fois qu'il se réveillait, il trouvait Pénélope à proximité, toujours avec une gorgée d'eau ou quelque chose à manger. Elle avait réussi à piéger un lapin et à cuisiner un vrai ragoût. Elle le lui donnait par petites cuillerées, en faisant attention de ne pas surcharger son estomac vide. En fin d'après-midi, il était assez fort pour s'asseoir tout seul, même si le monde tournait un peu. « Vous prenez bien soin des gens, lui dit-il, en prenant une autre tasse de son bouillon chaud. C'est votre mère qui vous a appris ça? »
Une lueur de vieille tristesse passa sur les traits de Pénélope. Oui, c'est elle. Elle est partie il y a 4 ans maintenant. Une pneumonie hivernale l'a emportée. C'est arrivé vite et ça nous a quittés tout aussi vite. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, dit Yates. Et il l'était sincèrement. J'ai perdu ma propre mère il y a 3 ans. C'est dur de se sentir tout seul dans ce monde. Pénélope le regarda droit dans les yeux et pendant un long moment, ils partagèrent une compréhension silencieuse. Tous deux avaient fait face à ce genre de douleur. Tous deux avaient été forcés d'être forts parce que s'effondrer n'était pas une option. Ils étaient deux personnes essayant de se frayer un chemin dans un monde qui peut être impitoyable quand on n'a pas de famille sur qui s'appuyer. Vous n'étiez pas mariés, alors demanda Yates et se sentit immédiatement stupide de l'avoir dit. Une femme mariée ne serait pas seule dans la prairie à soigner un étranger malade. Mais Pénélope ne s'en offusqua pas. Non, les hommes de la région cherchent généralement une femme qui est heureuse de tenir une maison, de préparer les repas et d'élever des enfants. Je n'ai jamais été très douée pour rester à l'intérieur, dit-elle simplement, sans aucune trace de honte ou d'excuse. Et vous demanda-t-elle. Je n'ai jamais eu l'argent ni un endroit stable à offrir à une femme. Or, à une femme bien, avoua Yates. J'ai changé de travail sans cesse depuis la fin de la guerre. Cette transhumance devait être mon nouveau départ. La paye était assez bonne pour peut-être acheter un lopin de terre et enfin construire quelque chose à moi. Sa voix s'éteignit alors qu'il regardait la vaste étendue vide. Eh bien, maintenant vous êtes en vie, déclara Pénélope avec force. Et cela signifie que vous pouvez trouver un autre chemin. Un plan qui échoue n'est pas la fin du monde. Elle se leva, époussetant sa jupe d'équitation pratique. Pensez-vous pouvoir vous tenir debout? Nous devrions voir si vous pouvez monter sur votre cheval. Nous devons voir si vous pouvez faire le trajet jusqu'au ranch. Mon père doit sûrement s'inquiéter et vous auriez bien besoin d'un vrai repas. Yates prit la main qu'elle lui tendait et elle l'aida à se lever. Pendant une seconde, toute la prairie sembla basculer, mais sa prise fermée l'empêcha de tomber et il resta debout jusqu'à ce que son équilibre revienne. Il réalisa alors qu'elle était forte, non seulement de volonté, mais aussi physiquement. Il pouvait sentir le muscle solide de son bras et la façon stable dont elle se tenait. C'était clairement une femme qui connaissait le travail acharné et n'avait pas peur des défis. Ils se dirigèrent vers les chevaux et Pénélope lui donna un coup de main alors qu'il luttait pour monter en selle. Son cheval brun roux bougea un peu, mais resta sur place. Pénélope monta sur son propre cheval d'un mouvement souple et exercé. Elle chevaucha tout près de lui, prête à attraper ses rênes s'il semblait sur le point de tomber. « Nous irons doucement, » lui dit-elle. « Dites-moi si vous avez besoin de vous arrêter. La fierté d'un homme est une piètre raison de mourir. » Le voyage jusqu'au ranch Dalton dura quelques longues heures. Yates sentit son énergie s'épuiser et il dut demander à s'arrêter pour se reposer à 2 reprises. Pourtant, Pénélope ne parut jamais agacée ou pressée. Elle attendit simplement patiemment, lui donna de l'eau, puis ils repartirent. Ils continuèrent. Le soleil commençait à descendre bas dans le ciel quand ils arrivèrent au sommet d'une petite colline. En bas, Yates vit tout le ranch s'étaler devant lui. C'était un endroit plus grand et plus prospère qu'il ne l'avait imaginé. La maison principale était un solide bâtiment de 2 étages en bois et en pierre, avec un grand porche qui en faisait tout le tour. Il vit plusieurs granges, des enclos remplis de bétail, un dortoir pour les cow-boys et quelques autres bâtiments qu'il ne put identifier. Un filet de fumée s'élevait de la cheminée de la maison principale. Il pouvait distinguer de petites silhouettes de personnes vacant à leur tâche du soir. Alors qu'ils entraient dans la cour principale, un homme sortit de la maison. Il marchait avec le genre de démarche déterminée qui montrait qu'il se sentait à la fois soulagé et en colère. L'homme était grand, avec de larges épaules et des cheveux plus argentés que le reste. Son visage était bronzé et ridé par une vie de vent et d'intempéries. « Ce doit être Samuel Dalton », se dit Yates. Et il se prépara à la colère d'un père dont la fille avait disparu pendant une journée entière. « Penelope Grace Dalton !» La voix de Samuel retentit à travers la cour. « Où diable étais-tu passé? J'étais sur le point de rassembler les hommes pour partir à ta recherche. » Penelope descendit de son cheval et se dirigea droit vers son père. Elle tenait la tête haute avec une mâchoire obstinée que Yates commençait à bien connaître. « J'ai trouvé un homme dans la prairie qui était sur le point de mourir de fièvre. Je ne pouvais pas simplement continuer ma route, alors je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'elle tombe.
Il est encore faible, mais il va mieux. Nous devons le faire entrer, lui donner un repas chaud et le mettre dans un lit convenable pour qu'il se repose. Et d'un coup, la frustration de Samuel sembla fondre. À la place, il y avait de l'inquiétude et peut-être même un peu de fierté. Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa fille à Yates, qui faisait de son mieux pour se tenir droit sur son cheval, même s'il sentait qu'il pouvait s'effondrer à tout moment. Tu peux te tenir sur tes deux pieds, mon fils? Oui, monsieur, répondit Yates, descendant du cheval plus prudemment qu'élégamment. Ses jambes tremblaient sous lui, mais il se força à se tenir droit. Samuel s'approcha et passa le bras de Yates autour de ses propres larges épaules pour le stabiliser. Seul un imbécile obstiné conduirait du bétail seul par cette chaleur. Tu as de la chance que ma fille soit passée par là. Allons te faire entrer dans la maison. Penelope va dire à Maria que nous aurons besoin de bouillon et de pain. Prépare-lui la chambre d'amis. Les heures suivantes furent un brouillard pour Yates. Il se retrouva installé dans une agréable chambre à l'étage. Quelqu'un l'aida à enfiler une chemise de nuit fraîche qui appartenait probablement à Samuel Dalton. Puis une femme à l'air sérieux nommée Maria lui a donné du bouillon chaud. Elle semblait diriger la maison et faire partie de la famille à la fois. Elle s'est affairée autour de lui, chuchotant en espagnol que les jeunes hommes avaient moins de bon sens qu'une chèvre. Mais son contact était doux lorsqu'elle lui tâtait le front pour déceler tout signe de fièvre, et elle s'est assurée qu'il finisse toute sa soupe. Penelope est venue le voir plusieurs fois, ses yeux verts perçants vérifiant ses progrès. Et chaque fois qu'elle le faisait, Yates sentait un étrange sursaut dans son cœur. C'était un sentiment qui n'avait rien à voir avec la maladie, et tout à voir avec la femme qui l'avait sauvé. Il a tenté d'exprimer sa gratitude, mais elle l'a simplement balayé d'un geste. Reposez-vous, c'est tout ce qu'elle a dit. Nous aurons tout le temps de parler une fois que vous aurez retrouvé vos forces. Cette nuit-là, Yates tomba dans un sommeil profond, le repos le plus paisible qu'il ait connu depuis longtemps. Il se réveilla le lendemain avec un soleil éclatant qui entrait par sa fenêtre et la merveilleuse odeur de café et de bacon venant de la cuisine. La fièvre avait complètement disparu. Il se sentait encore vidé, mais son esprit était vif. Il put enfiler ses propres vêtements, qui avaient été lavés et soigneusement placés sur une chaise pour lui. Il descendit prudemment les escaliers sur des jambes qui semblaient encore un peu chancelantes. La salle à manger était un endroit confortable et accueillant. Il y avait une grande table avec assez de chaises pour au moins 12 personnes. Samuel Dalton était au bout, lisant un journal en buvant son café. Penelope était à côté de lui, déjà en tenue de travail pour la journée, les cheveux attachés en sa tresse habituelle. Maria sortit précipitamment de la cuisine avec une grande assiette de bacon et d'œufs. Une jeune femme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau la suivait de près. Ce devait être sa fille. « Content de te voir debout », dit Samuel en désignant une chaise vide. « Tu ferais mieux de t'asseoir avant de tomber. Maria, ce jeune homme a besoin d'un petit déjeuner. On dirait qu'un bon coup de vent pourrait le renverser. » Yates s'enfonça dans la chaise, reconnaissant, prenant l'assiette de nourriture qu'on lui tendait. Il prit son temps pour manger, son estomac se sentant encore un peu délicat, mais chaque bouchée avait le goût du paradis après des jours de fièvre et de misère. Pendant qu'il mangeait, Samuel l'interrogea sur son passé, son travail et ses projets d'avenir. Yates lui dit la pure vérité, expliquant l'histoire de la transhumance, de la maladie et du troupeau qu'il avait perdu. « Ce bétail appartenait-il à quelqu'un en particulier? » demanda Samuel. « Un éleveur du nom de Tom Hutchkins. Il dirige une exploitation à environ 60 miles à l'ouest d'ici. Il m'a engagé pour les pousser jusqu'au parc à bestiaux de Council Bluffs. Je devais y retrouver son équipe habituelle, mais je suppose que je ne serai pas à ce rendez-vous maintenant. » Samuel réfléchit un instant. « Hutchkins est un homme honnête. Je le connais. Il ne te reprochera pas la perte. Pas quand il apprendra que tu as failli mourir en essayant, mais tu devras lui faire savoir ce qui s'est passé. En attendant, tu dois rester ici et reprendre des forces. Ça n'a aucun sens que tu retournes dans cette prairie à moitié mort. Tu peux travailler pour moi pendant quelques semaines, te remettre sur pied et gagner un peu d'argent pour compenser ce que tu as perdu. » La gratitude submergea Yates en une vague puissante. « Monsieur, je ne trouve pas les mots. C'est très généreux de votre part. »« C'est juste pratique, » dit Samuel en le corrigeant. « Je peux toujours utiliser une bonne main supplémentaire, surtout une dont ma fille prétend qu'elle a assez de bon sens pour ne pas maltraiter son cheval. »
Il jeta un regard à Penelope, qui faisait de son mieux pour avoir l'air d'une sainte. De plus, tu dois la vie à Penelope. Le moins que tu puisses faire est de rester assez longtemps pour que nous soyons sûrs que tu es complètement rétabli. Et c'est ainsi que Yates Zander se retrouva, de manière tout à fait inattendue, membre temporaire de la famille du Ranch Dalton. Les premiers jours, il n'eut pas le droit de faire grand-chose de plus que de légères corvées. Il réparait les harnais, aidait Maria dans son potager et s'occupait d'autres petites tâches qui le maintenaient près de la maison principale. Mais à mesure que ses forces revenaient, Samuel lui confia des travaux plus exigeants. Yates montra qu'il était un homme compétent, bon avec les chevaux et le bétail, toujours prêt à travailler dur et à apprendre vite. Il remarqua aussi qu'il passait de plus en plus de temps avec Pénélope. Elle semblait le trouver tout au long de la journée, apparaissant à son coude quand il était dans le corral ou qu'il partait vérifier le bétail. Ils tombèrent dans un rythme de conversation facile, parlant de tout et de rien. Elle lui raconta sa vie en grandissant au ranch, la perte de sa mère et comment cela avait tout changé pour leur famille. Il lui parla du Tennessee, de la guerre qui avait déchiré sa maison d'enfance et de son rêve de posséder un jour son propre lopin de terre. Pourquoi la terre? Lui demanda Penelope un après-midi alors qu'il longeait la clôture nord du ranch. Pourquoi ne pas continuer comme ouvrier engagé? C'est moins de responsabilités, moins de risques. Yates resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. Parce que je veux construire quelque chose qui soit à moi, quelque chose que personne ne peut simplement prendre, brûler ou me dire que je ne suis pas assez bon pour ça. Peut-être que ça semble stupide, mais je veux savoir que mon travail acharné va vers quelque chose qui durera, quelque chose qui pourrait même être là après ma mort. Pénélope hocha lentement la tête. Ce n'est pas stupide du tout. Je comprends le désir de construire quelque chose. C'est ce que mon père a fait et ce que ma mère l'a aidé à faire. Tout ce ranch est ce qu'ils ont laissé derrière eux. Parfois, je me demande ce que je laisserai derrière moi. Vous pourriez avoir ce ranch, fit remarquer Yates. Votre père ne sera pas là pour toujours et vous connaissez cet endroit mieux que quiconque. Peut-être, dit Penelope, mais elle n'avait pas l'air très sûre d'elle. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'une femme ne peut pas diriger un ranch seule. Mon père a des cousins dans l'Est qui ont laissé entendre plus d'une fois que lorsqu'il ne sera plus là, le ranch devrait revenir à un homme qui peut le gérer correctement. Il se fiche que j'aide à le diriger depuis que j'ai 15 ans. L'injustice de tout cela fit bouillir le sang de Yates. Il avait vu Penelope au travail. Elle était aussi capable que n'importe quel homme de ce ranch, et meilleure que la plupart. L'idée même qu'elle soit négligée simplement parce qu'elle était une femme semblait folle et cruelle. Eh bien, alors vous devrez simplement leur prouver à tous qu'ils ont tort, dit-il fermement. Montrez-leur que vous pouvez diriger cet endroit mieux que n'importe quel homme qu'ils pourraient jamais nommer. Penelope lui fit un sourire et Yates sentit à nouveau ce drôle de petit battement dans sa poitrine. J'aime votre façon de penser, Yates Zander. Au fil des semaines, Yates dut admettre que ce qu'il ressentait pour Penelope Dalton était bien plus que de la simple gratitude ou de l'amitié. Il tombait amoureux d'elle, durement et rapidement, sans retour possible. C'était dans la façon dont son moral montait jusqu'au ciel chaque fois qu'il la voyait. La façon dont il trouvait toujours des raisons de travailler quelque part près d'elle. La façon dont son rire pouvait rendre la journée la plus difficile tout à fait supportable. Il aimait son courage et son entêtement, son cœur tendre et ses mains sûres. Il aimait la façon dont elle montait à cheval comme si elle était née pour ça. La façon dont elle pouvait calmer un poulain sauvage avec juste un peu de patience et quelques mots doux. La façon dont elle regardait la prairie comme si c'était le plus beau tableau qu'elle ait jamais vu. Mais Yates savait aussi qu'il n'avait absolument rien à offrir à une femme comme elle. Il n'était qu'un vagabond sans terre à son nom, sans argent en poche et sans autre avenir que le salaire que Samuel lui versait. Penelope Dalton méritait un homme déjà établi, quelqu'un qui pourrait lui offrir la vie sûre et confortable qui lui était due. Alors il garda tous ses sentiments bien enfermés à l'intérieur, enfouis profondément, là où il ne pourrait causer de problème à aucun d'eux. Ce que Yates ne pouvait pas savoir, c'est que Penelope menait la même bataille dans son propre cœur. Elle n'avait jamais prévu de tomber amoureuse du cow-boy qu'elle avait trouvé presque mort dans la prairie. Mais l'amour avait une façon de s'insinuer en elle comme un lever de soleil sur la prairie. Lentement d'abord, puis soudainement, il était partout.
Elle aimait sa façon tranquille d'être fort, la façon dont il travaillait plus dur que quiconque, sans un seul mot de plainte, la douceur qu'il avait dans les mains chaque fois qu'il était avec les animaux. Elle aimait ses rêves de construire quelque chose qui durerait, et son refus de laisser une vie difficile l'aigrir. Elle aimait la façon dont il la regardait, comme si elle était quelqu'un à admirer vraiment, pas seulement la fille de son père, ou une femme à courtiser pour la terre dont elle hériterait un jour. Mais Penelope comprenait aussi la dure vérité de leur situation. Son père aimait bien Yates en tant qu'ouvrier de ranch, mais c'était loin de l'approuver comme prétendant pour sa fille unique. Samuel Dalton voulait que sa fille se marie bien, avec un homme ayant des terres et de l'argent, quelqu'un qui pourrait subvenir à ses besoins et aider à maintenir la sécurité du ranch pour l'avenir. Un cow-boy vagabond, peu importe la bonté de son cœur, ne faisait tout simplement pas partie de ce plan. Le silence entre eux, rempli de tout ce qu'il voulait dire, était tendu comme un fil de clôture neuf prêt à se rompre. Il a finalement cédé un soir de fin septembre. Le temps commençait à changer, la chaleur torride d'août laissant place à des nuits plus fraîches et aux premiers signes de l'automne. Yates était au ranch depuis près de 6 semaines et Samuel avait mentionné qu'il serait le bienvenu pour rester définitivement s'il le voulait. C'était une belle offre, plus que ce que Yates avait le droit d'espérer, mais l'idée de rester comme ouvrier engagé, regardant Penelope épouser finalement un autre homme, était plus qu'il ne pouvait supporter. Il était dans la grange en train de préparer les chevaux pour la nuit quand Pénélope le trouva. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, avec le soleil couchant derrière elle, et pendant une seconde, Yates a complètement oublié comment respirer. Elle s'avança vers lui. Lentement et sûrement, son visage impossible à lire. « Vous vous apprêtez à partir, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Yates posa la brosse qu'il utilisait sur son cheval et se tourna pour lui faire face. « J'y ai pensé. Votre père a été plus que juste, mais je ne peux pas simplement travailler ici pour toujours. Je dois suivre ma propre voie, commencer à construire ce que je veux. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Penelope, s'approchant un peu plus. Yates sentit les murs qu'il avait construits autour de son cœur commencer à trembler. « Je veux ma propre terre, un endroit pour construire une maison, élever du bétail, peut-être avoir une famille un jour. Je veux quelque chose de permanent, quelque chose de réel. » « Avec quelqu'un en particulier? » La voix de Penelope était douce, mais ses yeux brûlaient d'un feu vif. Yates savait qu'il devrait mentir, pour les protéger tous les deux de la vérité de ce qu'ils ressentaient. Mais debout de là, dans la lumière déclinante, avec Penelope le regardant comme s'il détenait la réponse à une question qu'elle avait peur de poser, il ne pouvait tout simplement pas le faire. « Avec vous, dit-il, sa voix à peine un murmure. « Si je suis honnête, tout ce que je veux commence et se termine avec vous. Mais je n'ai rien à vous offrir, Penelope. Je ne suis qu'un cow-boy sans terre, sans argent et sans autre avenir que le prochain travail qui se présentera. Vous méritez tellement plus que ça. » Penelope combla le dernier espace entre eux, tendant la main pour toucher sa joue avec une tendresse qui lui fit mal au cœur. « Pauvre chérie, Yates Zander, vous êtes vraiment d'un idiot. Pensez-vous honnêtement que je me soucie de l'argent ou de la terre? J'ai de la terre. Je sais comment diriger un ranch. Ce que je n'ai pas, c'est un partenaire. Quelqu'un qui voit ce que je peux faire et le respecte. Quelqu'un qui ne veut pas me changer en quelque chose que je ne suis pas. Ce que je n'ai pas, c'est ce quelqu'un qui me donne l'impression que mon cœur est sur le point de sortir de ma poitrine, juste en étant dans la même pièce que lui. Ce que je n'ai pas, c'est vous. » Yates la fixa, n'osant pas croire les mots qu'il entendait. « Penelope, je ne peux pas vous demander de renoncer à votre héritage, à votre maison, pour un homme qui n'a qu'une poche pleine de rêves. Vous ne demandez pas, j'offre. » La voix de Penelope était forte et sûre. « Je vous aime, Yates. Je crois que je vous aime depuis que vous m'avez regardé avec ces yeux brillants de fièvre et que vous m'avez simplement fait confiance pour vous sauver. Je vous ai aimé chaque jour depuis, et en vous regardant travailler et rêver, et être simplement gentil avec chaque personne et animal que vous rencontrez. Je me fiche que vous ayez de la terre ou de l'argent. Nous pouvons construire tout ça ensemble. Ce que je ne peux pas faire, c'est construire une vie avec un homme que je n'aime pas, peu importe la quantité de terre qu'il possède. » Yates sentit quelque chose se libérer enfin dans sa poitrine. Un flot d'émotions qu'il avait retenu pendant des semaines. Yates attira Penelope dans ses bras,
la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse sur cette terre, car pour lui, elle l'était. Il murmura dans ses cheveux, « Je t'aime, Seigneur, aide-moi. Je t'aime plus qu'un homme n'a jamais pensé pouvoir aimer une femme. » Penelope pencha la tête en arrière et Yates l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide et hésitant. C'était une déclaration, un vœu, une revendication. Elle répondit à sa passion avec la sienne, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'elle pressait son corps contre le sien. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux essoufflés, Penelope souriait d'une manière qui donnait à Yates l'envie de tout recommencer. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Je n'imagine pas que votre père soit ravi que sa fille se mette avec un simple ouvrier. » Le sourire de Penelope devint un peu malicieux. « Alors nous devrons simplement lui montrer que vous êtes bien plus que ça. Nous le convaincrons que vous êtes un homme avec une vision, avec du cran et avec le cœur pour aider à construire quelque chose qui dure. Laissez-moi m'occuper de mon père. » Obtenir l'accord de Samuel Dalton s'avéra moins difficile qu'il ne l'avait prévu, bien qu'il y ait eu des moments tendus. Le soir même, à table, lorsque Penelope déclara qu'elle et Yates étaient amoureux et prévoyant de se marier, le visage de Samuel passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il regarda longuement sa fille, puis Yates, puis de nouveau sa fille. « Tu es sérieuse à ce sujet, » déclara-t-il finalement. « Complètement, » répondit Penelope, sa voix ferme et sûre. « Yates est un homme bon, papa. Tu le sais. Tu as vu son éthique de travail. Tu as vu son caractère. Je l'aime et il m'aime. Je demande ta bénédiction, mais je l'épouserai que je l'ai ou non. » Samuel tourna son regard vers Yates, qui faisait de son mieux pour ne pas avoir l'air d'un homme sur le point de prendre la fuite. « Et toi, qu'as-tu à dire pour ta défense, mon fils? » Yates prit une profonde inspiration et regarda Samuel droit dans les yeux. « Monsieur, je sais que je n'ai pas grand-chose à offrir à votre fille en termes d'argent ou de terre. Mais je peux vous donner ma parole que je travaillerai plus dur que n'importe quel homme que vous ayez jamais rencontré pour m'assurer qu'elle soit heureuse et en sécurité. Je l'aime, Monsieur Dalton. Je passerai chaque jour de ma vie à essayer d'être l'homme qu'elle mérite. » Samuel resta silencieux pendant ce qui parut une éternité. Puis un lent sourire commença à se dessiner sur son visage buriné. « Tu sais, le père de ma femme m'a dit à peu près la même chose quand j'ai demandé sa main. C'était un homme riche, il possédait un grand ranch au Texas. J'étais un moins que rien, juste un vacher avec de grandes idées et les poches vides. Mais Sarah, elle m'aimait et elle a convaincu son père de nous donner une chance. C'était la meilleure décision que nous ayons jamais prise. » Il se leva, fit le tour de la table et tendit la main à Yates. « Tu as ma bénédiction, mon fils, mais si jamais tu lui fais verser une seule larme, je te traquerai jusqu'au bout du monde. » Yates serra fermement la main de Samuel, une vague de soulagement l'envahissant. « Je comprends, monsieur. Merci. Il y a une condition, cependant, » ajouta Samuel, son visage redevenant sérieux. « Ce ranch appartiendra un jour à Penelope. Cela signifie qu'il sera aussi à toi si tu l'épouses. Mais tu dois comprendre ce que cela signifie. Il ne s'agit pas que tu prennes les choses en main. Il s'agit que tu sois un partenaire pour ma fille. Cela signifie que tu soutiens ses choix et que tu respectes son savoir-faire. Peux-tu faire ça? »« Oui, monsieur, » dit Yates sans une seconde d'hésitation. « Penelope connaît cette terre mieux que je ne le pourrais jamais. Je serais un imbécile de ne pas l'écouter. De plus, c'est ce que je veux. Un partenariat, pas un spectacle solo. » Samuel hocha la tête, l'air satisfait. « Bien, alors, je suppose que nous avons un mariage à organiser. Maria va être folle de joie. Cette femme essaie de marier Pénélope depuis des années. Ils se sont mariés au début de novembre 1876 lors d'une simple cérémonie au ranch. Le prédicateur local a prononcé les vœux et presque tous les ouvriers du ranch et les familles voisines sont venus assister. Penelope portait la robe de mariée de sa mère, qui avait été conservée en sécurité dans un coffre pendant des années et n'a eu besoin que de quelques retouches pour s'adapter à sa plus grande taille. Yates portait un nouveau costume que Samuel avait insisté pour lui acheter, disant que son futur gendre n'allait pas se marier en jeans poussiéreux et en chemise de travail. Alors que Yates regardait Penelope s'avancer vers lui, le soleil d'automne faisant briller ses cheveux comme du cuivre poli, il pensa à quel point il avait failli mourir dans cette prairie. Si Penelope ne l'avait pas trouvé, si elle n'était pas restée à ses côtés pour le soigner,
Ils n'auraient jamais connu ce genre de joie. C'était comme un rêve qu'il y a quelques mois à peine, ils étaient de parfaits étrangers, et maintenant ils étaient sur le point de se promettre leur vie entière. Mais parfois, les plus grands cadeaux de la vie apparaissent quand on ne les cherche même pas. Nés des ennuis, de la chance et du simple choix d'aider une autre âme quand elle en a le plus besoin. La cérémonie fut courte mais pleine de cœur. Quand le prédicateur annonça qu'ils étaient mari et femme, Yates embrassa Penelope avec tout l'amour, la gratitude et l'espoir qui l'emplissaient. La foule applaudit, et Maria tamponna ses yeux avec le coin de son tablier, chuchotant en espagnol sur la beauté du jeune amour. La fête qui suivit fut une affaire bruyante et joyeuse. Des tables furent installées sous le ciel ouvert, chargées de nourriture que Maria et quelques autres femmes de ranch avaient préparées. Il y avait du bœuf rôti et du pain chaud, des tartes faites avec les dernières pommes de la saison, et beaucoup de cidre et de bière pour quiconque avait soif. Quelqu'un sortit un violon, et bientôt la musique flotta dans la brise, invitant les gens à danser. Yates dansa avec sa nouvelle femme, puis avec Maria, et ensuite avec quelques femmes de voisinage qui voulaient lui souhaiter la bienvenue dans la communauté. Penelope dansa avec son père, et des larmes de joie coulèrent sur leurs deux visages, serrant un peu la gorge de Yates. Alors que le soleil se couchait et que les lanternes étaient allumées, Yates éloigna doucement Penelope de la fête. Il la conduisit à la grange, là où ils avaient pour la première fois avoué leurs sentiments. Ils se tinrent de là, dans l'obscurité silencieuse, écoutant les faibles bruits de la célébration, enlacés l'un dans l'autre. « Es-tu heureuse ?» demanda Yates en lui embrassant le sommet de la tête. « Plus que je ne peux le dire, » murmura Penelope, le regardant avec ses yeux verts qui l'avaient captivé dès la première fois qu'il les avait vus. « Mais j'ai quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Quand je t'ai trouvé dans la prairie, brûlant de fièvre, j'ai eu ce sentiment étrange que le destin t'avait mis sur mon chemin pour une raison. Je me suis dit que j'étais stupide, que je ne faisais que soigner un homme malade et que ce serait tout. Mais une petite partie de moi savait, même à l'époque, que tu allais changer toute ma vie. » Yates sourit et lui toucha la joue. « Tu as changé la mienne. Tu l'as sauvée de plus d'une manière. Je dérivais avant de te trouver, Penelope. Je passais d'une ville à l'autre, sans véritable but autre que de survivre. Tu m'as donné une raison de construire quelque chose qui durerait, quelque chose de réel. Tu m'as donné un foyer. » Ils s'embrassèrent à nouveau, un baiser lent et doux qui était une promesse de toutes les années qu'ils partageraient. Quand ils retournèrent enfin à la fête en se tenant la main, les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. 1 million de petites lumières étaient dispersées à travers l'immense prairie sombre. La première année de leur mariage fut une période d'apprentissage et d'installation. Yates dut se faire à l'idée que ce ranch était maintenant sa maison, qu'il était plus qu'un simple ouvrier. Il était un partenaire dans toute l'entreprise. Samuel fut un bon professeur, lui montrant le côté commercial de l'élevage, des contrats et des négociations à la gestion des acheteurs de bétail qui faisaient tourner le ranch. Penelope lui apprit tout sur la terre elle-même, lui montrant les meilleurs endroits pour le pâturage, où trouver de l'eau même pendant les années les plus sèches et comment reconnaître les meilleures vaches pour la reproduction. Ils apprirent aussi à se connaître, toutes ces petites choses silencieuses qui viennent avec le mariage. Yates découvrit que Penelope était un peu grognon le matin avant son café, qu'elle parlait aux chevaux comme s'ils étaient de vieux amis, et qu'elle pleurait au mariage, mais jamais aux funérailles. Penelope apprit que Yates faisait parfois des cauchemars à propos de la guerre, qu'il était chatouilleux juste derrière l'oreille de gauche, et qu'il chantait faux comme une casserole, mais fredonnait quand même en travaillant. Ils avaient leurs désaccords, bien sûr. La fierté de Yates se mettait parfois en travers de son chemin, rendant difficile pour lui d'admettre que Penelope avait généralement raison en ce qui concernait le ranch. Penelope avait parfois du mal à se souvenir de l'inclure dans des choix qu'elle avait l'habitude de faire seule depuis des années. Mais ils apprirent à discuter. À se souvenir qu'ils formaient une équipe et que se respecter mutuellement était plus important que de gagner une dispute. Au printemps de 1878, ils avaient trouvé leur propre rythme confortable. Le ranch se portait mieux que jamais sous leur direction conjointe. Yates avait montré qu'il n'était pas seulement un bon cow-boy, mais aussi un négociateur intelligent qui pouvait obtenir de bons prix pour leur bétail et ouvrir de nouveaux marchés. Penelope continuait de gérer le travail quotidien du ranch avec les mêmes compétences qu'elle avait toujours eues. Ensemble,
Ils construisaient quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que l'un ou l'autre aurait pu faire seul. C'est en juin de cette année-là que Penelope annonça à Yates qu'elle attendait leur premier enfant. Il était dans la grange en train de mettre un nouveau fer à l'un des chevaux quand elle apparut dans l'embrasure de la porte avec un drôle d'air. Il laissa tomber ses outils immédiatement, inquiet que quelque chose n'aille pas. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il en s'approchant d'elle. Rien ne va mal, dit Pénélope. Puis elle éclata d'un sourire à la fois brillant et un peu effrayé. Je vais avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé. Yates eut l'impression d'avoir le souffle coupé, mais de la meilleure façon imaginable. Un enfant, leur propre enfant. Il prit Pénélope dans ses bras, la manipulant si doucement qu'on aurait dit qu'elle était en verre. « Tu es sûre? » Maria prétend que tous les signes le montrent, et cette femme a aidé à mettre au monde la moitié des bébés de ce comté. Elle se trompe rarement sur ces choses. Penelope se pencha en arrière pour étudier son visage. « Est-ce que ça te rend heureux? Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé d'enfants, mais je veux vraiment ce bébé, Yates. Je veux que nous élevions une famille ensemble, ici même. » Heureux n'est pas un mot assez grand pour ce que je ressens, dit Yates, la voix épaisse d'une tempête d'émotions. Je suis mort de peur et excité comme jamais, et tellement reconnaissant, tout à la fois. Nous allons avoir un bébé. Samuel fut ravi de la nouvelle et il mit immédiatement son veto à ce que Penelope fasse encore des travaux lourds au ranch. Penelope leva simplement les yeux au ciel devant sa surprotection soudaine. Mais elle promit de se ménager, surtout à mesure que les mois passaient et que son corps commençait à changer. Yates s'agitait autour d'elle et était si surprotecteur d'une manière que Penelope trouvait à la fois agaçante et douce. Mais elle le supportait, sachant que c'était uniquement parce qu'il l'aimait. Leur fils est venu au monde en février 1879, en plein milieu d'une vague de froid qui a gelé l'abreuvoir et a obligé tout le monde à se blottir près du feu. La naissance fut longue et difficile avec Maria et la sage-femme locale à ses côtés. Yates a usé le plancher, faisant les 100 pas dans le couloir juste devant la porte de la chambre, écoutant les cris de Pénélope et se sentant aussi inutile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. Samuel s'assit avec lui, offrant des mots de réconfort silencieux qui ne firent presque rien pour calmer ses nerfs. Quand Maria sortit enfin, souriant jusqu'aux oreilles, et lui annonça qu'il avait un fils et que Penelope était épuisée mais allait bien, Yates sentit qu'il pourrait s'effondrer de pur soulagement. Il se précipita dans la chambre et trouva Pénélope adossée à une montagne d'oreillers, épuisée et en sueur, et plus belle que n'importe quelle femme qu'il ait jamais vue, tenant un petit paquet bien emmitouflé dans des couvertures. Elle leva les yeux vers lui, ses propres yeux remplis de larmes. « Viens rencontrer ton fils, » murmura-t-elle. Yates s'approcha lentement du lit, comme s'il marchait sur une terre sainte, et regarda le minuscule visage qui sortait des couvertures. Son fils avait une tête pleine de cheveux noirs et des yeux encore de ce bleu nouveau-né, bien qu'il puisse devenir brun ou vert en grandissant. Il avait les doigts les plus petits et les plus parfaits, qui se recroquevillaient d'eux-mêmes quand Yates toucha doucement sa main. En regardant son enfant, cette nouvelle vie que lui et Penelope avaient créée ensemble, Yates fut submergé de sentiments si puissants qu'il n'y avait pas de mots pour les décrire. C'était de l'amour, bien sûr, mais aussi un besoin féroce de le protéger, une résolution puissante d'être le genre de père que ce petit garçon méritait, et de lui donner le foyer stable et aimant que Yates lui-même avait perdu quand il n'était qu'un garçon. « Il est tout simplement parfait, » murmura Yates. « Comment allons-nous l'appeler? » Ils avaient parlé de prénoms pendant sa grossesse, mais aucun ne leur avait jamais semblé tout à fait juste. Maintenant, en regardant son fils, Penelope dit « Samuel, comme mon père, il a été si bon avec nous, Yates, je veux l'honorer. » Yates hocha simplement la tête, une boule de la taille et d'un poing dans la gorge. Il se pencha pour embrasser le front de Penelope, puis celui de son fils. « Samuel Zander. Voilà un bon nom, un nom fort. » Le petit Samuel était un bébé en bonne santé et heureux qui semblait avoir hérité de l'entêtement de sa mère et de la nature facile à vivre de son père. Et en grandissant, il était évident qu'il avait aussi les yeux verts de sa mère et les cheveux noirs de son père, un mélange parfait des deux. Samuel Dalton adorait son petit-fils, passant des heures et des heures à le bercer ou simplement à le promener dans le ranch, lui montrant les chevaux et le bétail, et lui racontant des histoires sur sa maman quand elle était petite fille.
La vie prit un rythme qui suivait les saisons du travail au ranch et les besoins d'un petit garçon qui grandissait. Yates et Penelope formaient une équipe, dirigeant le ranch et élevant leurs fils côte à côte. Ils engagèrent quelques mains supplémentaires pour que Penelope puisse passer ses matinées avec Samuel avant de devoir superviser les corvées de la journée. Yates apprit à équilibrer les livres de compte avec un bébé endormi niché dans le creux de son bras. Maria devint comme une grand-mère pour le garçon, apprenant au petit Samuel des chansons en espagnol et lui donnant en cachette des friandises quand ses parents avaient le dos tourné. Alors que Samuel passait de bébé à bambin, puis à jeune garçon, le ranch continuait de prospérer. La rumeur se répandit que Yates était un homme honnête en affaires et un éleveur de premier ordre. Et bientôt, le ranch Dalton Zander devint l'une des exploitations les plus respectées de tout le territoire. Quand Samuel Dalton s'est éteint dans son sommeil en 1885, à l'âge respectable de 67 ans, ce fut un jour triste, mais pas surprenant. Il avait vécu assez longtemps pour voir son petit-fils devenir un garçon intelligent et vif de 6 ans, qui aimait les chevaux et la vaste prairie tout autant que sa mère et son grand-père. Il avait pu voir sa fille heureuse et prospère, le ranch étant en sécurité entre les mains de deux personnes qui aimaient la terre et s'aimaient. C'était, comme l'a dit Yates lors du service, une belle vie vécue pleinement. Son père manquait terriblement à Penelope, mais elle trouvait du réconfort en sachant à quel point il avait été fier d'elle et de tout ce qu'elle et Yates avaient construit ensemble. Le ranch était officiellement à eux maintenant, bien qu'à vrai dire, c'était eux qui le dirigeaient depuis des années. Ils n'ont rien changé à la façon dont il était géré, maintenant les normes élevées que Samuel avait toujours fixées, et continuant simplement à construire sur les fondations solides qu'il leur avait laissées. D'autres enfants sont venus. Une fille qu'ils ont nommée Rose est née en 1881. Puis un autre fils, Daniel, est arrivé en 1884. Chaque nouveau bébé était une cause de célébration. Chaque enfant, une autre bénédiction. La maison était remplie du son des rires et du bruit joyeux des enfants qui grandissaient. Samuel, étant l'aîné, prenait son rôle de grand frère très au sérieux, veillant toujours sur son petit frère et sa petite sœur, avec un instinct protecteur qui rappelait Penelope à Yates. Rose était une petite chose sauvage et intrépide, grimpant aux arbres et montant à cheval avant même de savoir marcher correctement, donnant à ses parents bien des cheveux blancs avec toutes ses aventures. Daniel était le plus calme, plus réfléchi, et il avait un don spécial avec les animaux que même Penelope devait admirer. L'esprit de Yates revenait à ce jour dans la prairie où il s'était effondré, brûlant de fièvre, absolument certain qu'il allait mourir tout seul dans ce vide immense. Il pensait à Penelope qu'il avait trouvée, qui était restée à ses côtés pendant le pire, refusant catégoriquement de le laisser au sort qui l'attendait. Ce seul choix, ce simple acte de bonté humaine, avait changé le cours de leurs deux vies pour toujours. Cela lui avait donné tout ce dont il avait jamais osé rêver, et bien plus encore. Un vrai foyer, une famille, un partenariat bâti sur l'amour, le respect et des rêves partagés. Il avait un héritage qui se poursuivrait longtemps après leur départ à tous les deux. Au fil des ans, l'amour entre Yates et Penelope n'a fait que s'approfondir. Ils avaient traversé des sécheresses et des hivers rigoureux, des maladies dans les troupeaux de bétail et des moments où l'argent était rare, toutes les luttes habituelles que la vie vous impose. Mais ils les avaient toutes affrontées ensemble. Et chaque tempête qu'ils ont traversée ne les a que rapprochés. Ils travaillaient toujours côte à côte au ranch, même s'ils avaient maintenant de bons contremaîtres et des ouvriers pour s'occuper de la plupart du travail quotidien. Ils enseignaient à leurs enfants la valeur d'une dure journée de labeur. L'importance de traiter chaque personne et chaque animal avec gentillesse et la nécessité de défendre ce qui est juste, surtout quand c'est la chose la plus difficile à faire. Pour leur 10e anniversaire de mariage en novembre 1886, Yates a ramené Penelope au peuplier où elle l'avait trouvée. C'était une journée froide, l'hiver s'installant déjà sur la prairie, mais ce vieil arbre était toujours debout, comme une sentinelle solitaire dans la plaine ouverte. Ils se tenaient ensemble à l'endroit même où Penelope avait veillé sur lui toutes ces années auparavant, où elle s'était battue pour sa vie, et sans le savoir, pour l'avenir qu'ils auraient ensemble. Je me souviens encore de la peur que j'avais, dit Penelope, appuyant sa tête contre l'épaule de Yates alors qu'il regardait l'herbe infinie. Tu étais si malade,
Et je savais que si cette fièvre ne tombait pas, tu allais mourir. Je n'arrêtais pas de penser que je ne pouvais pas laisser ça arriver, que tu étais destiné à quelque chose de mieux que de mourir seul dans la prairie. Je n'avais aucune idée à l'époque que ce à quoi tu étais destiné, c'était moi, c'était nous, et toute cette vie que nous allions construire. Yates la tourna pour la regarder, tenant doucement son visage dans ses mains. Tu m'as sauvé la vie ce jour-là, Pénélope. Mais tu as fait plus que ça, tu as donné un but à ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'espère être de bon, tout a commencé ici quand tu as choisi de rester, alors que n'importe qui d'autre serait simplement passé son chemin. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, et même après, si le bon Dieu le permet. Ils s'embrassèrent là sous le peuplier, le même arbre qui leur avait offert un abri dans leur moment le plus sombre. Il était maintenant le témoin de leur bonheur. Le vent hurlait autour d'eux, vif et froid, mais ils étaient au chaud dans les bras l'un de l'autre, abrités par un amour qu'ils avaient construit pièce par pièce, jour après jour, un choix à la fois. Les années continuèrent de passer, marquées par le tournant des saisons et les grands moments de la vie de leurs enfants. Samuel est devenu un jeune homme remarquable, assumant de plus en plus de responsabilités au ranch, et il était clair comme le jour qu'il était destiné à diriger lui-même l'endroit un jour. Il est tombé éperdument amoureux de la fille d'un éleveur voisin, une jeune femme intelligente et capable nommée Catherine, qui rappelait beaucoup Penelope à Yates. Ils se sont mariés en 1896, quand Samuel avait 17 ans et Catherine 18. Un mariage encore plus grand et plus joyeux que celui de Yates et Penelope. Rose, fidèle à son esprit sauvage, a mis un peu plus de temps à se ranger. Elle travaillait au ranch aux côtés de ses frères, refusant d'être poussée vers les activités que les dames étaient censées faire. Elle est finalement tombée amoureuse d'un marchand de chevaux qui passait régulièrement dans la région. Un homme qui aimait son indépendance féroce et pouvait égaler son esprit. Daniel, le plus jeune, avait un vrai don pour travailler avec les chevaux difficiles et il a lancé une opération de dressage dans un coin reculé du ranch, se faisant un nom dans tout le territoire pour sa patience et son habileté. En 1900, Yates et Penelope étaient grands-parents à plusieurs reprises, Samuel et Catherine leur ayant donné 3 petits-enfants, l'un après l'autre. Cette vieille maison de ranch a dû s'agrandir au fil des ans pour faire de la place au clan grandissant, et elle était toujours remplie du vacarme des petits qui jouaient et apprenaient. C'était une autre génération mise au monde pour aimer la terre et s'aimer les uns les autres. Yates et Penelope, eh bien, ils ont vieilli, comme tout le monde. Les cheveux de Yates, autrefois noirs comme une nuit sans étoiles, étaient devenus majoritairement argentés, et le visage de Penelope portait la carte de ses années passées au soleil et au vent. Mais ils étaient encore alertes, avaient toujours leur mot à dire dans les affaires du ranch, et étaient toujours aussi amoureux que jamais. La plupart des soirs, on les trouvait sur le porche, simplement assis à regarder le soleil se coucher sous ce grand ciel de prairie qu'ils chérissaient. Parfois, ils parlaient du bon vieux temps, de l'époque où ils se courtisaient et commençaient tout juste. D'autres fois, ils parlaient de l'avenir, de leurs enfants et petits-enfants et de la vie qu'ils construisaient. Et parfois, ils restaient simplement assis là, dans un silence confortable, se tenant la main, sans avoir besoin de mots pour dire tout ce qu'ils ressentaient. Par une chaude soirée d'été en 1905, alors qu'ils regardaient les lucioles commencer leur danse nocturne, Pénélope parla doucement. « T'arrive-t-il de penser à ce qui se serait passé si je ne t'avais pas trouvé ce jour-là? Si j'avais pris un autre chemin, ou si j'avais décidé que ces bêtes égarées n'en valaient pas la peine, ou si j'étais arrivé 1 heure plus tard quand il était déjà trop tard. » Yates lui serra doucement la main. « J'essaie de ne pas trop laisser mon esprit vagabonder sur ce chemin. La simple pensée d'une vie sans toi. Sans tout ça, c'est tout simplement trop lourd à porter. Mais je crois aussi que d'une manière ou d'une autre, nous nous serions trouvés. Certaines choses sont juste destinées à être. » Pénélope sourit, appuyant sa tête contre son épaule. « J'aime cette idée que peu importe les circonstances, nous étions destinés à nous rencontrer, à tomber amoureux et à construire toute cette vie côte à côte. Je dérivais avant que tu ne me trouves, dit Yates avec une force tranquille. Pas seulement cloué au lit par la fièvre dans la prairie, mais de toutes les manières qui comptent vraiment. Je n'avais aucune direction autre que de rester en vie, aucun rêve au-delà du prochain salaire. Tu m'as donné une raison de vivre, Pénélope.
Tu m'as donné un foyer, une famille et un avenir à espérer. Chaque bonne chose dans ma vie a commencé avec toi. Quand tu as choisi de rester à mes côtés quand cette fièvre a frappé, de te battre pour moi, alors que tu avais tout à fait le droit de passer ton chemin. Je serai reconnaissant pour ce choix pour l'éternité. Ils restèrent assis en silence alors que les étoiles commençaient à apparaître une par une, remplissant le grand ciel de la prairie de leur lumière. Au loin, quelques têtes de bétail faisaient un bruit doux. Plus près de la maison, ils pouvaient entendre leurs petits-enfants rire en jouant un dernier jeu avant de se coucher. La voix de Maria s'éleva de la cuisine, appelant tout le monde à l'intérieur pour les prières du soir et un petit quelque chose à manger. C'étaient les sons de la famille, d'un foyer, d'une vie bien vécue et profondément aimée. Yates et Penelope Zander ont vécu jusqu'à un âge avancé, restant actifs au ranch jusqu'à ce que leur corps leur dise enfin qu'il était temps de ralentir. Ils ont eu la joie de voir leurs enfants grandir et leurs petits-enfants devenir une toute nouvelle foule. Ils ont assisté au début d'un nouveau siècle qui a apporté des changements à l'Ouest. Ils comprenaient parfois et se sentaient parfois un peu tristes de voir les vastes étendues qu'ils avaient connues dans leur jeunesse commencer à être découpées par des clôtures. La frontière sauvage dont ils se souvenaient était lentement transformée en ferme établie et en ville ordonnée. Mais à travers tous ces changements, leur amour l'un pour l'autre n'a jamais faibli. C'était leur roc dans un monde en mutation. Quand Yates est décédé en 1918 à 64 ans après une courte maladie, le cœur de Pénélope était lourd mais pas brisé. Elle avait eu la chance de passer 42 ans avec l'homme qu'elle adorait, ce qui était plus que ce que beaucoup de gens obtiennent. Ils avaient construit une belle vie, élevé 3 enfants qui sont devenus des adultes remarquables et capables, et créé un héritage qui se poursuivrait pendant des générations. Elle trouva la paix dans ses vérités, et en sachant que Yates avait quitté ce monde en se sentant aimé, avec sa famille autour de lui dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Penelope elle-même a vécu encore 6 ans, s'éteignant dans son sommeil en 1924 à l'âge de 67 ans. Elle fut enterrée juste à côté de Yates dans le petit cimetière familial sur une colline qui surplombait leur ranch. Leurs enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants se sont tous rassemblés pour leur dire au revoir et pour les célébrer. Ils se sont souvenus de 2 personnes qui ont aimé de toute leur force, qui ont construit quelque chose de durable à partir d'une rencontre fortuite dans la prairie et d'un simple choix de prendre soin d'une autre âme dans le besoin. Le grand peuplier où Penelope a trouvé Yates pour la première fois est resté debout pendant de nombreuses décennies, devenant une sorte de légende dans la famille. On racontait toujours aux jeunes Zander l'histoire de leur grand-mère, qui était partie seule et avait trouvé leur grand-père presque mort de fièvre. Ils ont entendu comment elle était restée là avec lui pendant le pire, refusant de le quitter jusqu'à ce que la maladie se dissipe enfin. On leur a dit comment ce seul acte de gentillesse a déclenché un amour qui a changé leurs 2 vies, créant la famille et le ranch qu'ils pouvaient tous maintenant appeler leur foyer. Ce vieil arbre est devenu un symbole d'espoir et de persévérance. C'était un rappel de la façon dont de petits actes de bonté peuvent se propager de manière que nous ne pouvons même pas voir, construisant des avenirs que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des générations plus tard, les descendants Zander dirigeaient toujours ce ranch, racontant toujours l'histoire de Yates et Penelope, et visitant toujours ce vieux peuplier chaque fois qu'ils avaient besoin de se souvenir d'où ils venaient et de qui s'était battu pour leur donner la belle vie qu'ils avaient. Les détails ont peut-être un peu grossi au fil des ans, comme le font souvent les histoires de famille, mais le cœur de l'histoire est toujours resté vrai. C'était une histoire qui montrait que parfois l'amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Né de l'épreuve, d'un coup de chance et du simple choix de rester quand il aurait été beaucoup plus facile de partir. Et en fin de compte, c'était le véritable héritage que Yates et Penelope ont laissé derrière eux. Ce n'était pas seulement le ranch, le nom de famille ou les biens matériels qu'ils avaient accumulés. C'était la leçon que choisir de se soucier, choisir de rester et choisir de se battre pour la vie et le bonheur d'une autre personne pouvait changer le monde entier. Que le véritable amour ne se construisait pas sur de grands gestes fantaisistes, mais dans la décision quotidienne d'être là, d'être gentil et d'être un partenaire au sens le plus vrai du terme. Leur histoire est devenue un rappel que nous ne savons jamais quand le moment le plus important de notre vie va se présenter. Cela peut arriver un jour ordinaire, dans un endroit ordinaire,
ressemblant à un simple choix d'aider quelqu'un qui en a besoin. Pour Yates, c'est arrivé quand une fièvre l'a terrassé en pleine prairie, le rendant impuissant et tout seul. Pour Penelope, c'est arrivé quand elle a décidé de partir et de rester, de se battre pour la vie d'un parfait inconnu qui finirait par tout signifier pour elle. Il brûlait de fièvre, seul dans la prairie. Elle laisse partir et est restée jusqu'à ce que ça passe. Et de ce simple début, de ce seul moment de détresse et de compassion, un tout nouveau monde a été créé. C'était un monde plein d'amour, de famille et d'héritage, de rêves construits et d'épreuves surmontées. C'était l'histoire de deux personnes qui ont trouvé l'une en l'autre tout ce qu'elles avaient toujours cherché, et bien plus encore. Au final, c'était une histoire d'amour qui résisterait à l'épreuve du temps. Non pas parce qu'elle était parfaite ou parce qu'ils n'ont jamais eu de difficultés, mais parce qu'elle était vraie, parce qu'elle a duré à travers les bons et les mauvais moments, dans la maladie et la santé, pendant toutes les années que le bon Dieu leur a données ensemble, parce qu'ils se sont choisis. Pas seulement cette seule fois devant un autel, mais chaque jour qui a suivi. Parce que lorsque la fièvre est apparue, peu importe la forme qu'elle a prise, ils sont restés. Ils se sont battus. Ils ont traversé l'épreuve ensemble. Et ça, diraient leurs enfants et petits-enfants pendant des années, c'était de la vraie mesure de l'amour. Il ne s'agissait pas de grands discours ou de choses romantiques sophistiquées, même si c'était agréable. Il s'agissait de la volonté silencieuse et obstinée de rester sur place quand partir aurait été beaucoup plus facile. De se soucier quand ne pas se soucier vous aurait gardé en sécurité. De se battre l'un pour l'autre, pour leur famille et pour la vie qu'ils construisaient côte à côte. Peu importe les épreuves qui se présentaient à eux. Le vent de la prairie sifflait toujours à travers la plaine où Penelope avait trouvé Yates toutes ces années auparavant. L'herbe poussait toujours haute et verte en été, devenait dorée en automne et dormait sous une couverture de neige en hiver. Le grand peuplier veillait sur tout cela, ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches s'élevant vers ce ciel infini. Et quelque part dans cet endroit intemporel où l'amour dure plus longtemps qu'une vie, Yates et Penelope chevauchent toujours ensemble à travers cette plaine ouverte, éternellement jeunes, éternellement amoureux et éternellement liés par le choix qu'elle a fait un matin brûlant d'août 1876 de rester là jusqu'à ce que la fièvre tombe. Leur histoire a été racontée encore et encore, devenant une partie de la légende familiale, mais aussi quelque chose de plus grand. Elle est devenue un rappel pour chaque personne qui l'a entendue que nous nous trouvons tous à différents moments de notre vie. Soit nous sommes la personne qui brûle de fièvre en pleine prairie, soit nous sommes la personne qui vient lui porter secours. Que nous avons tous en nous le pouvoir de changer des vies, y compris la nôtre, par de simples actes de gentillesse et de courage. Que l'amour, le vrai, celui qui est construit pour durer, ne se fait pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, quand nous choisissons de rester au lieu de nous en aller. Et ainsi, l'histoire se termine là où elle a commencé, et en pleine prairie sous ce grand ciel, avec deux personnes dont les chemins se sont croisés à la seconde près, de la bonne manière. Elle a commencé avec une fièvre qui est tombée et un amour qui ne l'a jamais fait. Elle a commencé avec un choix de rester qui s'est répercuté à travers les générations, créant des vagues d'amour, de famille et d'héritage qui dureraient aussi longtemps que l'herbe de la prairie pousserait et que le vent soufflerait librement sur la terre qu'ils chérissaient tous les deux. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour offrir des histoires pleines de sens avec de précieuses leçons de vie. Chaque récit est conçu pour divertir, inspirer et donner de la force à notre public. Nous croyons que les grandes histoires peuvent changer des vies et nous nous engageons à vous apporter un contenu qui a de l'importance.